to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Nous allons parler aujourd'hui d'un cinéaste français qui s'appelle Laurent Canté. Vous le connaissez, en 2008 par exemple, il avait reçu la Palme d'Or pour son film Entre les murs, donc au Festival de Cannes, un film qui était une adaptation du livre de François Bégodeau, qui d'ailleurs jouait dans ce film. Laurent Canté, pourquoi? Parce qu'il y a un livre qui s'appelle Laurent Canté, voilà, Le sens du collectif. C'est édité chez Playlist Society. Je remercie Benjamin Fogel pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et ce livre a été pensé et conçu par deux personnes, Marie-Lou Duponchel et Quentin Méval, qui sont là, qui ont accepté de venir. Merci en tout cas à vous, ça me fait plaisir. Et je pose toujours cette petite question, surtout qu'aujourd'hui il fait très très chaud. Comment allez-vous? Toi, tu vas plutôt bien? Oui, oui, plutôt bien. Eh bien, moi, je vais aussi très bien. Alors, c'est compliqué. C'est déjà une question compliquée parce que Alors, si j'étais une salle de cinéma, j'irais moyennement bien. Si j'étais une salle. Non, sinon ça va. C'est bientôt l'été. On va un peu se reposer. Ça va très bien. Merci beaucoup, Samir, de nous inviter. Bah, je vous en prie, c'est tout à fait logique. Alors, je pose toujours une deuxième question extrêmement basique, mais c'est pour que je puisse comprendre un petit peu le rapport que vous avez avec ce cinéaste-là, et puis surtout comment vous l'avez découvert, c'était par quel film, et est-ce que très vite pour vous ça vous a tellement, ça a attisé votre curiosité pour aller voir un peu ce qu'il avait fait autre chose, donc est-ce que finalement c'était une évidence? Donc comment vous l'avez rencontré, par quel film, et est-ce que c'était pour vous une évidence? Alors je vais peut-être commencer, ne serait-ce que parce que dans le temps je l'ai rencontré avant Marie-Lou, parce que j'ai quelques années de plus que Marie-Lou. Je l'ai rencontré avec Ressources Humaines. J'ai rencontré avec ce film qui est sorti en salle, qui avait été très marquant à l'époque je devais avoir 20 ans, je sais plus exactement c'était marquant parce que ça posait des questions qui étaient aussi très importantes à cette époque-là, pour qui était au moins bourdieusien, si ce n'est marxisant, et qui avait du goût pour le cinéma, qui essayait d'accrocher la réalité sociale et politique d'un pays. Donc voilà, en fait j'ai suivi à peu près tous ces films. Mais donc moi c'était dès le départ. C'est un cinéaste que j'ai découvert quand j'avais, je crois, 15 ans, et je l'ai découvert au moment de la Palme d'Or en fait, d'Entre les murs. Et cette découverte m'a permis ensuite de remonter un peu le fil de la filmographie de Laurent Canté, et voilà, de commencer vraiment dans l'ordre chronologique, et de commencer avec Ressources Humaines, qui est un film qui m'avait beaucoup impressionné quand je l'ai vu à l'époque. Et puis voilà, après c'est vrai que c'est un cinéaste que j'ai toujours un peu suivi, mais quand même à la conception de ce livre avec Quentin, ça m'a permis aussi de voir d'autres films que je connaissais pas. Je pense à Vers le Sud et à des courts-métrages à lui que je n'avais pas vus. Comme vous êtes contemporain donc de Laurent Canté, vous avez suivi dès le début ces films. Comment vous positionnez au bout de tout ce temps qu'il a fait de cinéma? Oui, alors c'est un cinéaste qui est forcément, qu'on en pense, en tout cas qui est assez central dans l'histoire contemporaine du cinéma français. J'ai évidemment toujours suivi avec intérêt ces films. J'ai aimé. En fait, ce qui est un peu étonnant dans le compagnonnage, comme ça, à un moment donné, c'est qu'on est quand même surpris, on reste toujours surpris. C'est-à-dire qu'après, Entre les murs, par exemple, il part faire un film au Canada, en l'occurrence avec Confession d'un gang de filles. Vers le Sud, il y a Cuba, donc il y a des sujets, donc il s'échappe, il n'est plus en France, alors c'était un photographe des tensions françaises, sur lequel il revient avec et l'atelier et Arthur Rimbaud, son dernier film. Donc c'est un cinéaste, voilà, qui je travaillais avec un réseau de salles de cinéma. Voilà, ça fait partie des cinéastes qui, pour les gens qui ont à peu près mon âge et plus, forcément, on est toujours curieux de découvrir son nouveau travail. Et en vrai, je suis rarement déçu. C'est-à-dire que je trouve, j'aime son espèce de souci d'aller gratter comme ça une sorte de vérité qui est indécidable, qui est complexe. Je trouve qu'il renvoie toujours
Donc, je suis toujours assez séduit par son intelligence, une sorte d'impertinence comme ça, à aller quasi chercher gratter le réel, quoi, quelque chose. Donc voilà, et parce que mon travail principal est de programmer ou de travailler avec des salles de cinéma, donc de toutes les façons, on retrouve comme ça des cinéastes. Et Laurent Cantet fait partie des cinéastes voilà, qui m'ont marqué à 20 ans et donc dont je suis évidemment pour moi même le travail. Pour les salles aussi, c'est-à-dire que les deux se relient. Hein, je ne sais pas si c'est très... mais Laurent est aussi quelqu'un avec lequel on a organisé beaucoup de rencontres en salle, qui a toujours été très fidèle au cinéma indépendant, à la rencontre en salle, enfin tout ce qui est le marqueur un peu de ce travail que mènent quotidiennement les salles arts et essais, recherche indépendante, voilà, toutes ces salles qui essayent de réfléchir, de s'amuser, de montrer des films, d'étonner, de surprendre. Avant de vous poser aussi la question, Marie-Lou, je voudrais juste quand même vous présenter. Alors, vous êtes Marie-Lou, critique de cinéma aux Inrecuptibles et chez Trois Couleurs, et vous faites partie du comité de sélection long métrage de la semaine de la critique du Festival de Cannes. C'est toujours d'actualité, ça? Oui, c'est ça. C'est comme je sais qu'il peut y avoir des changements. Et vous, Quentin Mévet, vous êtes donc délégué général de la CRIF et vous êtes auteur de plusieurs livres d'entretien avec des cinéastes, je les cite, Momilowski, Cédric Kahn, Arnaud et Jean-Marie Larieux. Je pense que nous faisons partie de la même génération parce que ce sont des cinéastes que j'ai découverts moi aussi dans les années 90. Voilà, comme ça. Frédéric Wiseman, Valérie Donzelli, Lucas Belvaux. Et puis en 2017, vous avez co-réalisé avec Andrés Labar ce très beau film, Mathieu Amalric, L'art et la matière. Est-ce que vous, Marie-Lou, avec tous les films que vous avez vus de Laurent Cantet, est-ce que pour vous, il y a toujours cette idée, comme disait Quentin, c'est-à-dire gratter le réel? Et est-ce que dans le cinéma français, il a une place un peu particulière, selon vous? Oui, je crois que vraiment, il a une place particulière et je rejoins tout à fait Quentin sur cette image de gratter comme ça un peu à la surface du réel. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné quand je me suis plongée dans la filmographie de Laurent Cantet, c'est de voir... à quel point il y avait à la fois une espèce de fidélité comme ça qui se composait de film en film, de cohérence totale entre ces sujets, et à la fois, donc voilà, comme ça, un espèce de fil conducteur et en même temps un besoin constant de se déplacer géographiquement, on va dire, de changer de territoire de film en film, d'adopter comme ça des points de vue et des angles différents, mais finalement d'écrire quelque chose qui a toujours à voir quand même avec des questions liées à la place qu'on occupe dans le monde, avec la manière dont on négocie avec son moi intime et intérieur et avec la société. Et oui, c'est toujours passionnant de faire comme ça, d'écrire entre les films des petites histoires. Moi, quand j'ai découvert Arthur Rimbaud, puis ensuite Tous à la manif, et que j'ai revu L'emploi du temps, il y a des motifs, des choses extrêmement précises qui ressortent et qui circulent de film en film. Donc c'est très... en fait, c'est passionnant quoi, de voir Moi, c'est ce qui me plaît, ce qui me touche beaucoup quand je m'intéresse à un cinéaste, c'est cette constance, je crois. C'est cette croyance en un sujet, en une thématique, en des motifs, et qui sont redéployés comme ça, de film en film. Après, au sein de sa filmographie, il y a vraiment des veines et des branches différentes. Il y a des films qu'il a fait avec des acteurs non professionnels, qui sont du côté de la jeunesse. Il y a des films qui sont, on va dire, du côté plutôt de l'âge adulte, etc. Mais c'est quand même des questions et des motifs qui ne cessent de redéployer à chaque fois. Effectivement, tu parlais dans ces motifs qui passionnaient. C'est vrai que j'insistais plus, j'oubliais, mais tu as évidemment raison, Marie-Lou, sur la question intime. Il y avait la question du groupe est assez centrale, de comment tu parlais de la place, effectivement, y compris la place dans la société, mais y compris dans le groupe, la place, le rapport au père, le rapport... Donc, il y a quelque chose comme ça, et ce que je trouve passionnant, c'est que c'est jamais réduit à la psychologie. On est quand même constamment dans la mécanique sociale, quoi. C'est quand même ça c'est pour ça que c'est un cinéaste politique au sens le plus fort du terme, quoi, je dirais, et que je trouve toujours passionnant, jusqu'à Arthur Rimbaud qui me semble être
aussi une somme des questions. Il a peut-être trop d'avance, c'est ce qu'il me disait d'ailleurs, Foxfire, qui n'a pas tellement marché, et qui est un film qu'il aime beaucoup, que j'aime beaucoup aussi, Confession d'un gang de filles, donc ce film sur ces filles qui s'autonomisent de la société de consommation, des mecs, c'est adapté d'un roman qui se passe dans les années 50, et en fait, il n'a pas tellement plu. Peut-être qu'aujourd'hui, il serait mieux reçu sur les questions qui, aujourd'hui, nous traversent davantage. Peut-être qu'Arthur Rimbaud, qui lui aussi n'a vraiment pas marché, sera peut-être plus visible, lisible dans quelques années. Je me demande s'il n'a pas un peu d'avance à chaque fois sur un certain nombre de sujets. Entre les murs, on pourrait dire aussi à peu près la même chose. Enfin. Mais pardonnez-moi cette question qui n'est pas forcément très, très cinématographique dans le sens où on ne va pas disséquer l'intériorité des films, mais j'ai l'impression qu'il est, il est jamais là où on l'attend. Je me souviens qu'après Entre les murs, pour des raisons qui, je ne saurais pas l'expliquer, mais je crois que Foxfire, c'est après Entre les murs, si je ne me trompe pas. Ouais. Bah, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ce film-là, c'est-à-dire hors de France, qu'il sorte de France, qu'il aille ailleurs. Enfin, j'ai l'impression que c'est toujours un peu comme ça avec Laurent Canté. Et donc, peut-être que ça peut aussi férocement dérouter par rapport au public. Qu'est-ce que vous en pensez de cela, du fait que c'est toujours quelqu'un qui ne veut jamais… En fait, c'est comme s'il… Oui, un peu contredisait le film qu'il avait fait avant par un nouveau film. J'ai pas tellement l'impression qu'il ait envie de faire ces nouveaux films contre ces anciens films, mais c'est vrai que je crois qu'après le sacre Entre les murs et le succès relatif du film, le fait que tout d'un coup il aille faire ce film aux États-Unis, je pense que beaucoup de gens ont pu le prendre comme une espèce d'excès de comment dire, je sais pas, comme si la célébrité, la Palme d'Or lui était un peu montée à la tête et que tout d'un coup, Laurent Canté, ce cinéaste français qu'on a, voilà, qui appartient à la génération des années 90, à un certain naturalisme très français, etc., qu'il aille comme ça aux États-Unis, je pense que ça a créé une espèce de confusion, en fait. Mais c'est une confusion qui est très vite dissipée quand on voit les films. Et c'est la même chose pour Retour à Ithaque, en fait, qui se passe à Cuba. Donc certes, c'est quelqu'un qui se déplace et qui a besoin, parce que je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement curieux, qui quand il réalise des films, il se documente, enfin, il a vraiment comme ça un souci de… C'est même pas d'exactitude sur par exemple les faits d'actualité qu'il peut reprendre, etc. Mais c'est de l'exactitude sur le réel qu'il veut montrer. Et voilà, quand on découvre ces films-là qui sont à l'autre bout, filmés un peu partout aux quatre coins du monde, on se rend compte qu'en fait les questions sont sensiblement les mêmes, ou en tout cas très proches des questions du personnage de ressources humaines, des questions du personnage qui habitait le personnage de l'emploi du temps. Après, j'aurais une réponse, et ce qui me plaît de façon dans l'entretien, c'est que il y a d'abord des faits réels. C'est qu'en fait, après Entre les murs, il tombe sur ce bouquin, je ne sais plus si on lui passe ou il tombe sur ce livre, et sa première idée est de l'adapter en France. Il n'a pas du tout envie d'aller aux États-Unis. C'est-à-dire que ça a été analysé comme le mec se prend pour ça y est, il a la Palme d'Or, il va aller aux États-Unis. C'était pas du tout l'objectif, puisqu'il voulait l'adapter en France. Sauf que rapidement, il s'aperçoit que c'est pas possible d'adapter. Je me souviens plus, je sais même plus, pardon, si c'était dans l'entretien qu'on a fait. Je sais qu'il m'en a parlé. Parfois, évidemment, on enlève des choses pour que ce soit un peu plus rapide. Donc, je ne sais plus si c'est au final Mais en tout état de cause, l'idée n'était pas du tout de se dire, bon, maintenant que j'ai une Palme d'Or, il faut que j'aille aux États-Unis puisque c'est là que ça se passe. C'est évidemment un livre, un sujet et la volonté d'adapter en France. Pour plein de raisons, il ne peut pas l'adapter en France. D'ailleurs, ça a été très compliqué le tournage. C'était au Canada en l'occurrence parce qu'il n'a pas pu tourner aux États-Unis. Le tournage en Amérique, en l'occurrence là, au Canada, est très compliqué. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est d'abord le réel qui l'attire. En l'occurrence, il n'y a pas de, c'est pas une volonté d'aller à une étape supérieure après la Palme d'Or que quelque chose qui a été un peu une contrainte. D'ailleurs, ces livres d'entretien,
ils sont nés d'une discussion avec des cinéastes qui souvent me disaient, c'est marrant, les gens voient les films les uns après les autres, sur quoi ils ont raison, mais sans comprendre l'histoire économique et esthétique des films. Parfois, on a un projet de film qui finalement va venir 2 films après parce que on a un plus petit film qui peut se faire avec un plus petit budget. Donc, ce qui était intéressant là, c'était d'essayer de voir dans ces longs entretiens comment, très concrètement, les films se produisent, comment le miroitement, disons, entre la réalité économique de la production d'un film, sa forme et sa réalité formelle et esthétique, comment les choses se mêlent. Donc, les projets arrivent aussi un peu comme ça. Je sais que vers le sud, ses parents faisaient partie d'une association qui aidait des jeunes Haïtiens. Donc, c'est un pays qu'il a été fréquenté. Je pense qu'il est venu se reposer après un tournage. Et puis, il tombe dans cette réalité, tout d'un coup, et en revenant en avion, il lit un livre d'un écrivain haïtien, et puis de là naît un projet. En fait, les choses ne sont pas qu'une logique, certainement pas de progresser dans une supposée échelle. Et en tout cas, je pense, mais je me demande si... on n'avait pas parlé un peu avec Laurent. En tout cas, il y a eu un peu mal donne. C'est toujours le problème des palmes d'or. C'est que dès qu'il y a une palme d'or, tu es soupçonné d'être un vendu, ou je ne sais, ou en tout, un vendu, c'est un peu fort, mais en tout cas. Et donc là, je crois que très vite, on s'est dit, voilà, il va tourner en Amérique, ça y est, on a perdu Laurent Cantet. Alors qu'en vrai, c'est pour des questions plutôt matérielles qui l'ont obligé à aller. Après, je crois que ce qui l'excitait, une fois qu'il était obligé d'aller là-bas, c'est aussi de se confronter à une langue étrangère. Pour lui, c'est aussi une aventure, hein, complètement. Et je crois que là, pour le coup, il en parle dans le bouquin. Je crois me souvenir qu'il s'était dit comment adapter mes méthodes dans un autre pays, dans une langue que je maîtrise pas complètement. Comment je vais réussir à me débrouiller. Donc, c'est quand même de l'excitation. C'est un sujet. Et puis, c'est une forme, c'est quand même... Donc, du coup, mais je crois qu'on pourrait le dire évidemment de beaucoup de cinéastes, qu'on aime ou pas au final leur film. Enfin, j'espère que la plupart partent quand même de quelque chose qui les excite, ou formellement, ou sur le sujet du film, ou parce que on tourne ici ou là. Mais en tout cas, je crois pas juste de l'analyser du point de vue de... il a tenté l'aventure américaine et puis finalement, il a été à Cuba puis il est revenu en France. Ce qui serait quand même une dégringolade énorme, passer de l'Amérique à Cuba à la France. Enfin là, c'est... Mais quand vous dites cette question qu'il se posait, à savoir comment adapter ce qu'il est, son cinéma, ailleurs dans une autre géographie, dans le très beau texte de Marie-Lou qui ouvre le livre, parce qu'en fait c'est un livre qui est composé d'un texte analytique de l'œuvre de Laurent Cantet, écrit donc par Marie-Lou, et puis ensuite il y a ce dialogue entre vous, Quentin et Laurent. Et dans le texte, on comprend aussi que on a l'impression qu'il se pose aussi cette question, pas forcément parce qu'il part, il va tourner ailleurs. Ça peut être aussi dans une usine ressources humaines avec des ouvriers, donc des acteurs non professionnels, ou alors, encore plus simple, j'ai envie de vous dire, la salle de classe de Entre les murs. Donc, est-ce qu'il y a toujours ça chez lui, une envie, alors peut-être pas forcément, et je me suis mal expliqué, j'en suis désolé, de faire contre le film qui venait de tourner, mais c'était plutôt de repartir de zéro. Donc, en gros, il a le cinéma, il a son regard, il a son style, ça on va parler après du style visuel, et il faut se retrouver dans un endroit qui n'est pas forcément familier, et donc voir si ce cinéma-là peut continuer encore à bien regarder l'endroit en l'occurrence. Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi? Oui, c'est très juste. Quand vous parlez d'endroit, je crois que c'est très juste pour parler du cinéma de Laurent Cantet. C'est vraiment quelqu'un qui est attaché au lieu, mais le lieu, pas dans le sens d'un décor de cinéma qu'on traverserait comme ça, mais le lieu comme organisation sociale d'un petit groupe. C'est un bar, un café dans son premier court-métrage qui s'appelle Tous à la manif. C'est une usine dans ressources humaines. On peut aussi se dire que dans l'emploi du temps, c'est d'un côté une voiture, de l'autre des open space, et puis la famille. Enfin, je veux dire, c'est le lieu, l'endroit familial. En tout cas, c'est toujours
c'est toujours des films où le rapport à l'espace est très compartimenté. Et ce rapport à l'espace, souvent, il inscrit voilà, des groupes sociaux particuliers. C'est la salle de classe dans Entre les murs. Donc, je pense que oui, ce qui l'intéresse vraiment, c'est c'est presque, on pourrait dire, moi j'ai l'impression en tout cas à l'origine d'avoir une espèce comme ça d'intuition ou d'approche un peu documentaire, qui est de pénétrer comme ça un milieu et ensuite de voir l'organisation d'un groupe et dans ce groupe, plus précisément, la question du jeu, la question de l'intime et toutes ces questions-là, voilà, encore une fois, elles sont délimitées par la manière dont les personnages s'inscrivent ou pas dans un lieu, appartiennent à ce lieu ou au contraire en sont exclus et c'est une question qu'on retrouve aussi énormément dans Arthur Rimbaud, qui est vraiment un film qui formellement raconte une chute d'un rooftop, en gros, à un métro parisien, puis d'une traversée du périph'. Donc voilà, c'est vraiment encore une fois des motifs qui sont extrêmement présents dans la plupart de ces films. Je crois, sur la forme, à partir d'Entre les murs, il trouve vraiment sa méthode de travail, enfin une méthode de travail qui est de tourner à plusieurs caméras, ce qui est aussi ce qu'il a toujours fait, ce que tu disais justement, Marie-Lou, c'est qu'à la limite, son travail de mise en scène commence vraiment au casting, puisque le casting est pour lui un élément déjà où on teste des bouts du scénario pour en tester. Quand je dis tester, c'est y compris en tester la validité, la mise en bouche, disons, pour un ouvrier ou une déléguée CGT, par exemple, dans ressources humaines, ou pour les jeunes d'Entre les murs. Lui écrit, mais il faut voir si les acteurs vont pouvoir valider, disons, le texte. Donc il y a déjà. Et après, il y a déjà ce travail-là qui est vraiment important pour lui, parce que déjà en les regardant, en faisant rejouer, en trifouillant un petit peu le scénario et les dialogues, commence déjà à se mettre un petit peu en place pour lui des idées de mise en scène. Après, il y a aussi beaucoup, à partir d'Entre les murs, il y a 3 caméras qui filment continuellement dans Entre les murs, et je crois que tous les autres films, sauf erreur, je ne sais plus, sont tournés avec plusieurs caméras, au moins 2, peut-être pas 3 à chaque fois, mais au moins 2. C'est-à-dire que là, et d'ailleurs il insiste tout le temps sur sa mise en scène se fait, c'est pour ça que le lieu est central, parce qu'une fois qu'il a défini le lieu, donc savoir où s'incarne l'action, en fait, la mise en scène est beaucoup travaillée à partir des acteurs. C'est-à-dire que lui n'impose jamais tu te mets là et toi ici, moi je serai ici ou quoi que ce soit. Ils font d'abord des mises en place. C'est-à-dire qu'une scène, et il tourne aussi dans la durée, une scène se met en place, chacun joue, et lui regarde avec son chef opérateur, avec les 2 au cadre, pour comprendre un petit peu comment ce groupe de personnes bouge, et donc où vont-ils eux se mettre avec leur caméra, il y en a 2, pour essayer de saisir sans casser la vitalité, le mouvement qui se met en place jusqu'à se désagréger, puisque comme le disait Marie-Lou, c'est toujours des histoires de mouvements intimes, de mouvements internes, de mouvements de groupe. Donc voilà, c'est vraiment une mise en scène qui se met en place le matin, après le travail avec les acteurs, qui eux occupent l'espace, et lui est là pour essayer de saisir. Alors il y a toujours des moments où si la lumière est comme ci, comme ça, on essaie de dire mettez-vous quand même de ce côté-là parce qu'il y a une belle lumière, ou au contraire il y aurait ci, il y aurait ça. Mais globalement, il fait partie de ces cinéastes, mais il y en a beaucoup, hein, c'est une tradition qui est assez identifiée dans un certain cinéma français. En tout cas, d'être au service, une fois vraiment le lieu déterminé. C'est comme pour ressources humaines, ce qu'il explique, c'est que ressources humaines, il tenait absolument à tourner dans une véritable usine. Il n'aime pas l'idée d'arriver dans une fausse usine, dans un faux décor où on peut tourner X fois. On est dans une vraie usine, c'est-à-dire qu'ils ont peu de temps pour tourner, ils ne peuvent pas déranger le bon fonctionnement de l'usine. On doit se fondre dans le réel, on doit absolument... Donc ça met aussi, je suppose, une sorte de tension au tournage qui permet peut-être aux acteurs
de se révéler d'une certaine façon. Là aussi, c'est une façon d'essayer de trouver une direction, une tension là qu'on retrouve quand même pas mal dans ces films sur Retour à Ithaque. Il y avait de façon obligatoirement, je crois que ça a été tourné de façon très très rapide, les acteurs étaient épuisés, ils sortaient tous du théâtre, il fallait tourner toute la nuit, ça a été un tournage, je ne sais plus, très peu de semaines. Tourner la nuit, c'est quand même très fatigant, mais la fatigue des acteurs jouait avec le film, puisque finalement, c'est aussi un film qui se passe toute une nuit. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui cherche cette tension-là, cette densité-là, j'ai l'impression. Et du coup, pour le lieu, les lieux sont très importants, puisque les personnages s'incarnent vraiment aussi dans un lieu. Même si la mise en scène privilégie leur rapport entre eux, le lieu doit être tout de suite très présent pour ni écraser évidemment ce qui se passe avec les acteurs, mais au contraire les inscrire véritablement dans une scène. Pourquoi selon vous, il n'a pas choisi la fiction, il choisit la fiction au final? Je crois que ce qui l'intéresse quand même, mais ce qui est l'essence de son cinéma, c'est la complexité de l'âme humaine, la manière dont chaque personnage est habité comme ça, un peu comme par plusieurs composantes. Moi, j'avais fait référence à Dr. Jekyll, Mr. Hyde, et il y a un peu de ça chez ces personnages-là. Je ne sais pas si le documentaire permettrait ça. Et je crois aussi que c'est quelqu'un qui, par exemple, si on parle d'Arthur Rimbaud ou encore de Foxfire, c'est des films quand même qui sont on va dire des films de genre. Je veux dire, Arthur Rimbaud, c'est un thriller. Lui-même dit que c'est un film de procès. C'est un film extrêmement qui est vraiment sous tension permanente, qui vraiment la projection du film en salle, et il y a quelque chose d'éprouvant quoi dans la manière dont est mené le récit. Donc là encore, je crois que la fabrication de la fiction permet ça, chose que peut-être le documentaire ne pourrait pas. Après, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas si toi, Quentin, il t'a déjà parlé de son rapport au documentaire ou... Je ne sais plus bien, il me semble que oui, je crois qu'il aime beaucoup. Je pense que souvent ça l'a traversé, donc effectivement, oui. Mais je crois qu'il aime profondément la fiction, c'est-à-dire, c'est ce que tu dis là aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a une espèce de mise en tension des enjeux que permet le scénario, enfin qui te permet. Donc je crois qu'il y a quand même un goût pour la fiction qui est là, enfin, c'est ce que je dirais. Oui, puis ce qui est intéressant, par exemple, si on repense à L'Emploi du temps, qui est un film qui est librement inspiré de l'affaire Jean-Claude Roman. En fait, s'il avait été porté par une espèce de désir comme ça ou d'intuition documentaire, il serait allé chercher le fait divers, il serait allé chercher Jean-Claude Roman, ou en tout cas peut-être être vraiment dans une plongée comme ça un peu documentaire sur cet homme-là. Or, ce qu'il fait avec L'Emploi du temps, c'est que au contraire, il s'éloigne du fait divers. Il enlève le meurtre du film, il enlève tout le caractère un peu spectaculaire de l'affaire, etc. Et il se concentre vraiment sur la dualité de ce personnage-là. Donc, je pense qu'en fait, il a forcément un vif intérêt, ou en tout cas une approche documentaire dans la manière dont il travaille, puisque c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'actualité, qui s'intéresse aux faits divers, qui est comme ça très en lien, je pense, avec l'époque, avec son temps, etc., mais qui extrait cette matière-là pour ensuite faire du cinéma, et sa manière à lui passe par le prisme de la fiction. C'est ce que vous dites d'ailleurs dans le texte, hein. Vous parlez de ça, à savoir que voilà, c'est que pratiquement tous ces films partent de quelque chose, enfin, qu'on ait déjà entendu ou vu à la télévision, mais pas forcément des choses précises sur une histoire, sur un fait divers, mais ça peut être de tout. Juste,
ça me fait penser à quelque chose, c'est que dans le texte, dans votre texte d'ailleurs, vous parlez aussi du fait que on a cette sensation, alors si j'ai bien lu le texte, hein, mais on a cette sensation que qu'il n'y a vraiment jamais de fin dans les films de Laurent Cantet, c'est-à-dire que parce qu'on a toujours cette sensation que il y a une nouvelle vie, il y a une nouvelle vie qui va arriver, et c'est le film qui permet ça au personnage. Alors Arthur Rimbaud, bon bah ça on le comprend à la fin, mais par exemple pour l'emploi du temps, oui, et l'emploi du temps c'est très très particulier parce qu'à la même époque sortait l'adversaire de Cole Garcia, donc c'était très bizarre. On avait un chant contre chant et bon bah il y en avait qui étaient plus et plus voilà. Et c'est vrai que c'est très drôle très drôle, mais dans l'emploi du temps on a cette impression que il y a une vie qui va commencer après le film, et on va même jusqu'à penser que c'est pas forcément cette vie que nous connaissons, c'est-à-dire qu'il va en prison, enfin qu'il a tué. Enfin, c'est très très bizarre. Il y a comme si le film permettait à ces personnages-là finalement. Est-ce que le film c'est une espèce de situation de transit pour le personnage ou le personnage féminin ou le personnage masculin chez Cantet? L'emploi du temps? Non, dans la filmographie. Hein, je sais. Oui, est-ce que c'est des personnages qui sont en transition, vous voulez dire, ou en tout cas dans un. Oui, je crois qu'il y a un truc qui est un peu de l'ordre du flottement. Ces personnages, c'est des. Je sais qu'il y a une image, je crois que Foxfire s'ouvre sur une image de la jeune fille, dont j'ai oublié le nom de cette actrice, mais qui est sur un petit muret comme ça et qui est un peu comme une funambule. Et je trouve que c'est une image qui est chargée symboliquement, mais qui raconte bien un peu l'état dans lequel sont les personnages des films de Cantet. Et cette idée que tous ces films se ferment sur justement une fin un peu ouverte, je crois que ça dit beaucoup aussi sur la manière dont... sur le regard de Laurent Cantet en tant que cinéaste, étant donné que c'est quelqu'un qui n'est jamais dans le jugement ou qui n'est pas là en fait pour donner une réponse sur, par exemple, l'affaire Mehdi Mikla, dont est inspiré Arthur Rimbaud, ou de donner son avis ou son opinion sur la personne de Jean-Claude Roman. C'est vraiment quelqu'un qui est dans l'observation, qui est dans l'étude, mais qui laisse comme ça toujours flotter une espèce de mystère et d'énigme. Et je crois qu'il assume complètement ça dans ses films, c'est que il y a toujours quelque chose qui nous échappe en fait, qui lui échappe à lui en tant que cinéaste, qui nous échappe à nous en tant que spectateurs. Et je crois que c'est tout l'intérêt de ces films aussi, c'est d'être face à notre impuissance, face justement à des choses liées à l'âme, à l'intime, à la complexité de comment les hommes et les femmes sont faits. Et voilà, je pense que oui, c'est lié à tout ça. C'est marrant, enfin c'est marrant. En même temps, effectivement, ces fins ouvertes, on prête parfois des confusions. Oui, sur l'emploi du temps, par exemple. Ouais, alors voilà, c'est ça, ce que j'allais dire. Sur l'emploi du temps, il était assez surpris, Laurent Cantet de lui-même, sur le dernier plan de l'emploi du temps. L'emploi du temps, effectivement, c'est complètement enlevé de sa charge spectaculaire, hein, puisque dans le fait divers, le mec tue toute sa famille, alors que là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, ce qui l'intéresse, c'est d'interroger la société, notamment le travail dans la société. C'est un film qui est très politique. À la fin du film, il y a un plan où c'est un entretien d'embauche, et le gars lui dit bon, ben voilà, on est content peut-être de faire partie de l'entreprise comme ça, et on voit dans le regard de l'acteur, regard au coin, comme quelque chose qui se fissure, et en fait la plupart, pour Laurent Cantet, c'était une fin terrible, c'était là presque pire que tout, c'était une sorte de retrouver du travail, revenir dans cette société qu'il cherchait à fuir pour enfin exister et essayer de trouver sa place, non pas la place attitrée du travail au sein de l'entreprise, a été vécu par la majorité du public comme ah bah c'est un happy end parce que ben voilà, il a retrouvé du boulot, alors que pour Laurent, c'était pas du tout un happy end. Il lui avait le sentiment d'avoir filmé un regard le plus vite possible, quelque chose qui se lisait du suicide social, de la douleur
Et en fait, vraisemblablement, voilà, mais comme quoi, il laisse tellement ouvertes les choses que du coup, chaque spectateur, spectatrice peut s'engouffrer dans ses propres angoisses. Et donc, pour majoritairement les gens, retrouver du travail, c'était quand même la solution numéro 1 pour essayer d'aller mieux. Alors qu'en fait, ni pour Kanté et peut-être pas pour un roman, c'était mais c'est ce qui rend évidemment passionnant. C'est de valoriser la complexité. Enfin, il est quand même dans quelque chose qui consiste à n'être jamais dans le discours, dans l'assertion, dans une sorte d'évidence. Est-ce que Laurent Kanté, comment dire, est-ce que son style visuel, travail sur la forme, est-ce qu'il est reconnaissable, ou alors est-ce que c'est plutôt une mise en scène, ce qu'on appelle une mise en scène très invisible, assez discrète chez lui? Moi, je pense qu'il y a un peu les deux. C'est-à-dire qu'il peut à la fois assumer un film de genre, pleinement de genre, comme c'est le cas avec Arthur Rimbaud, ou au contraire être dans une mise en scène, on va dire, un peu plus en retrait. Et ça, je pense que c'est peut-être un dispositif qu'il adopte davantage quand il réalise vraiment des films de groupe avec des acteurs non professionnels comme L'Atelier, comme Entre les murs. Je pense qu'il y a un peu les deux. Après, peut-être que j'aurais tendance à dire que ce qui le caractérise quand même, c'est justement cette espèce d'humilité, de modestie. Je crois que c'est Vincent Dittier qui est cinéaste et qui est un ami de longue date de Laurent Kanté, qui disait que Laurent Kanté était un cinéaste qui s'est passé toujours derrière son sujet, mais sans que ça ait un impact négatif sur la mise en scène. Au contraire, avec justement cette idée de quelque chose d'assez élégant, quoi, en fait, par rapport à ses comédiens, par rapport à son sujet, par rapport à... Ouais, je pense qu'il y a quand même assez de ça, mais... Dans le texte que vous avez écrit, Marie-Lou, dès le début, on pose souvent la question, c'est quoi un film d'un tel, c'est quoi un film de Lynch, quoi. Et vous dites dès le début, si on devait trouver comme ça une espèce d'idée, l'idée de pourquoi Kanté fait enfin, qu'est-ce qu'il raconte dans ses films, Kanté, vous expliquez, généralement c'est des personnages qui se posent la question de savoir où ils se trouvent. La place, dans quelle place, à quelle place. Est-ce qu'il y a aussi un rapport, une connexion qu'on peut faire avec le point de vue? À savoir que parfois, il y a des gens qui ont des points de vue dans les films de Kanté et c'est comme si d'une part, d'autres personnes ne sont pas d'accord avec leur point de vue et surtout leur font payer ce point de vue. Est-ce qu'il peut y avoir cette connexion-là? En tout cas, il y a ce qui est sûr, c'est qu'il y a, comment dire, c'est que le groupe chez Kanté et donc la multiplicité des points de vue est à la fois galvanisant et en même temps peut être aussi extrêmement violent. Donc oui, après c'est vrai que ce sont des personnages, même quand on voit un film de Kanté, qu'on a l'impression de voir un film qui se détache un peu de cette idée. Je pense à un film comme Vers le Sud, qui est un film qui s'intéresse, on va dire, au tourisme sexuel. On se rend compte que c'est aussi un film qui ne parle que de ça, qui ne parle que de place et qui ne parle que en plus de place au féminin. Pour moi, c'est vraiment un très grand film féministe. Et on se rend compte là encore que y a toujours cette idée de comment on porte un masque social au contact des autres pour justement se préserver de la violence du jugement des autres, de tout un tas de règles comme ça très très normées, très très installées, et comment dans toutes ces règles, dans cette organisation de la société, comment on négocie avec ce qu'on est véritablement. J'aime bien la façon dont il a aussi, justement sur la question des points de vue, les choses sont dites avec une certaine brutalité, avec une espèce de frontalité.
on tourne pas, enfin, on n'essaye pas d'aménager un dialogue qui serait subtil pour montrer les subtilités supposées d'une discussion, mais les choses s'affichent comme ça, se disent de façon droite. Les points de vue. Après, il joue beaucoup par la mise en scène sur les points de vue, sur les regards. On est toujours regardé. Dans un des courts-métrages, là, il y a le père qui espionne, enfin, qui regarde un petit peu son fils grandir, ce qui est à la fois, dans une certaine mesure, on peut trouver ça touchant, c'est en même temps très oppressant pour un enfant. Enfin, donc, on est quand même toujours dans le regard d'un autre. Et sa mise en scène questionne beaucoup ce rapport-là, en tout cas sur le regard. Je ne sais pas si c'est sur le point de vue tel que tu souhaitais l'aborder, mais il y a quand même il y a quand même toujours cette sensation d'être sous le regard des autres, du groupe, de la société. Il faut savoir que donc, dans ce livre, on en parlait dès le début, il y a deux parties. Il y a d'abord un texte qui revient sur la filmographie de Laurent Cantet. C'est Marie-Lou qui a écrit le texte. Et puis, il y a aussi, dans la deuxième partie, une grande conversation où Quentin revient film par film avec le réalisateur. C'est une question un peu technique. Voilà, c'est surtout parce que comme j'interviewe beaucoup, ça m'intéresse de savoir est-ce que vous aviez une approche, une méthode particulière pour cet entretien avec ce cinéaste-là. Est-ce que vous aviez comme ça une espèce de fil conducteur que vous avez adopté, voilà, la méthodologie que vous avez utilisée pour pouvoir faire cette conversation avec Laurent Cantet? Est-ce que vous aviez déjà eu une méthode? Non, enfin la méthode, non, la méthode n'est pas singulière. Je crois que j'aime vraiment les cinéastes que je rencontre. Donc Laurent, on se connaissait pas particulièrement. Non, j'ai pas une méthode particulière. Je vois les films. Ce qui m'importe, c'est vraiment d'essayer de saisir les actes, les gestes, comment ça s'écrit, et voilà, essayer de travailler, être dans la matière de la création, n'est pas du tout être dans le commentaire pour le coup, mais vraiment avec, c'est ce qui me passionne dans les entretiens en général, d'aller discuter, d'aller sur les choses les plus concrètes, de comment une séquence se met en place. Alors, parfois, évidemment, sur chacun des films, il y a des séquences qui me semblent être vraiment particulièrement, qui pourraient être intéressantes pour essayer d'en comprendre la méthode, parce que c'est toujours ce qui m'importe, c'est que la création, c'est vraiment ce mélange entre la projection d'un cinéaste, la réalité matérielle d'un tournage, les conditions matérielles. Donc, il n'y a pas de méthode particulière. Je ne crois pas que mon goût et mon plaisir à faire ça, c'est à peu près ma seule méthode. Laurent Cantet, Le sens du collectif, c'est édité donc chez Playlist Society. Le livre, enfin le descriptif, dans le descriptif de cette vidéo, il y a un petit lien. Vous cliquez dessus et vous tombez sur la page donc de ce livre si vous voulez vous le procurer. Je vous y invite. Et un livre composé donc d'un texte analytique et puis d'un entretien avec le cinéaste. Marie-Lou Duponchel et Quentin Mével sont venus pour nous en parler. Merci en tout cas d'avoir pris le temps. En tout cas, ce livre donne envie de voir, de revoir les films, ce qui est à mon avis une très bonne œuvre. En tout cas, merci. Pour votre patience, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. C'était vraiment un plaisir. Merci. Merci, Samir. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony